Bienvenue sur le plateau de ONG Opinion éclairée. Nous sommes dans le cadre de l'Alliance féministe pour une Côte d'Ivoire inclusive et équitable. Et aujourd'hui, je reçois deux amis qui sont avec moi pour toujours parler d'inclusion, de diversité. Bonjour Précieux. Bonjour, je suis Précieux, je suis activiste des populations hautement vulnérables et je suis directeur exécutif du droit à la différence. Merci Précieux, Merci. très contente de te retrouver. Merci également ici. aussi. Téné. Coucou, Délor, tu vas bien, j'espère. Alors, moi, je suis Téné Traoré, militante féministe, experte en communication pour la conduite du changement. Merci, on parle toujours diversité, inclusion, Côte d'Ivoire inclusive, diversifiée, équitable. Pourquoi cette expression, Téné, vous les militantes féministes là? On parle de diversité parce qu'on est diverses dans notre société, on est pluriel, voilà. Donc on a une société qui est plurielle, donc il faudrait que cette pluralité-là se ressente dans les droits, se ressente dans les devoirs, se ressente à tous les niveaux. Voilà, donc voilà pourquoi nous, on est conforme à cette pluralité et on veut une société qui est hautement plurielle dans tous les sens. Précieux, moi, quand j'entends droit à la différence, vraiment, ça me parle. On parle d'inclusive, d'équitable, droit à la différence. Oui, parce que je pense que droit à la différence, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que la société évolue, mais nous avons beaucoup de personnes qui sont encore laissées derrière, qui n'ont pas peut-être droit à, soit peut-être, qui ont peut-être droit à l'éducation, mais qui ont, à cause des stigmas et discriminats et des rejets, peut-être arrêtent les études, il y a droit au logement, droit aussi à avoir du boulot à cause de l'identité de genre et tout ça. Donc, droit on à la a vraiment, santé aussi. Droit aussi à la santé sur tout ça. Donc, on veut aussi montrer que la différence, on ne fait pas forcément nous sommes tous différents, donc on a droit aussi à être différents et qu'on a tous le même droit. Donc, le droit à la différence, on a le droit, mais on a aussi besoin, c'est libre aussi, on est aussi libre d'être différent. Libre d'être différent, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. On est parfois confronté à des réalités où notre différence n'est pas toujours acceptée, n'est pas toujours prise en compte. Je pense qu'on a des histoires personnelles autour de cela. Qui veut se lancer? Bon, moi, je pense que déjà, ça commence plus tôt parce que lorsque déjà tu es petit, lorsque tu grandis, que tu vois que tu es vraiment assez différent de tes frères, que toi, par exemple, au lieu que les gens aiment le foot, toi, c'est pas vraiment le foot que tu aimes. Ouais, je Déjà vois. là, tu deviens assez différent. Ou lorsque tu fais des métiers de main ou des hommes, alors que les parents disent qu'un homme, il doit soit être dans la main, il doit être au bureau, alors que forcément, un homme peut peut-être être cuisinier, peut être coiffeur, être styliste. Et c'est des trucs qui ont vraiment monté assez de différences dans le temps, qui ont fait qu'il y a des personnes qui ont aboîté des métiers qui ne sont pas vraiment celles qu'elles voulaient, parce qu'elles avaient des métiers qu'elles voulaient qui étaient de main, qui étaient assez différents de ce que la société voulait pour un homme, et qui ont vraiment peut-être perdu beaucoup de choses, alors que peut-être que c'est en excellant dans le métier qu'elle voulait ou qu'elle rêvait, elle allait peut-être exceller ou elle allait peut-être être des personnages plus connus. Donc, ces genres de métiers, elles le font dans le noir, alors que c'est vraiment de ça qu'elle veut vivre. Donc, ça fait que ces personnes sont assez coincées et ne vivent pas vraiment leur vie, puisque la société a déjà tracé certaines règles. Et comme nous sommes venus tomber dans ces règles, donc tout le monde dit on doit vivre comme ça, alors que je pense qu'il faut juste laisser tout un chacun s'exprimer, vivre, mais tout en respectant peut-être les normes sociales qui sont là pour pouvoir Non, mais je pense être que comme le les autres. problème sont les normes sociales. Parce que là, quand tu dis, par exemple, que tu as une passion, je vais quand même me citer, tu as une passion, par exemple, pour la coiffure, le make-up, c'est quelque chose qui te passionne. Et les normes sociales, c'est quoi? C'est qu'un homme ne doit pas maquiller, un homme ne doit pas être coiffeur, un homme doit être mécanicien, doit être pilote, alors que toi, tu n'as rien à foutre de cela, en fait. Ta vraie passion, c'est cela. C'est ce qui va te permettre d'être épanoui au-delà même d'avoir de la rentabilité, mais de vraiment savoir pourquoi tu es là, en fait. Oui, c'est vrai que c'est le prototype qu'on voudrait que ça soit. Mais dans les réalités, c'est assez différent parce que déjà, les gens ont déjà un catalogue déjà de l'homme qui doit être. Donc déjà, lorsque tu commences à pas être dans le catalogue et que tu es déjà en dessous de la moyenne, tu es comme un sous-homme et tu es déjà... il y a une certaine stigmatisation, une discrimination qui vient. Et au-delà, ça peut être même un rejet de la famille, des amis. Et c'est vraiment au-delà. Et même, lorsque même on va au-delà, disons,
pas forcément dans la société en général, même dans la ville, parce que des personnes qui vont peut-être prendre des maisons à cause des identités de genre et des personnes, on te dit non, moi je ne loue pas cette maison à telle personne. Donc, on Non. voit bien. que Non. les stéréotypes de genre. Non. Si, Mais Ou- c'est une réalité. c'est une C'est dont réalité. il parle, en fait, les stéréotypes Mais de on est genre. où là? Il est arrivé parfois où des femmes célibataires Oui. se sont vues refuser d'avoir accès à des logements parce qu'elles ne sont pas mariées. Il y a des stéréotypes de gens qui estiment qu'une femme qui doit vivre dans une maison, ne doit pas vivre seule, elle doit Seule. vivre avec un mari. Oui. Donc, ces stéréotypes de gens sont une réalité et Précieux est en train de revenir sur les impacts, justement. oui, parce que même, par exemple, c'est vrai qu'on dit les médecins ont signé dites-moi la phrase, ils ont signé. Le serment d'Hippocrate. D'Hippocrate. Oui, mais il y a des médecins qui disent, moi, ma religion ne me permet pas de soigner une personne à cause de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Il y a des médecins qui décident de ne pas soigner des personnes. Et ils disent que ce n'est pas parce qu'ils ont signé, mais c'est juste leur religion ou leur ressenti qui font qu'ils ne peuvent pas soigner des personnes. Et ça, c'est des réalités qui existent. Des réalités qui existent. Et même des fois, il y a des personnes, à cause de l'identité de genre et des personnes qui montent dans un taxi, le chauffeur dit 200, je ne vais pas prendre ce genre de personnes dans ma voiture. Donc, ça amène l'exclusion sociale. Oui, donc il y a déjà l'exclusion. Et quand les personnes comme ça, d'identité de genre diverses, vont prendre des maisons et que déjà le voisin commence à dire au propriétaire que la personne que tu as louée a des manies et que moi, franchement, vous n'avez pas que ça impacte nos enfants. Parce que là, je vous raconte une anecdote. On était plus Mais lui, jeunes. où est son problème en fait? On était plus jeunes. On avait un pote qui habitait dans un bâtiment. Et quand on quittait chez nous, on partait chez mon pote pour aller causer. Et on partait. Un jour, on arrive qu'ils ont collé une affiche au bas du bâtiment pour dire réunion. Ils ont réunion du bâtiment. Et en bas, ils ont mis divers. J'ai dit à mon ami que la réunion, c'est à cause de nous. Il dit non. Je dis si, parce qu'on a des manies et tout. Je pense forcément c'est à cause de nous. Et quand nous sommes le soir, il nous a appelés pour nous dire qu'exactement la réunion était à cause de nous. Parce que Vous les êtes gens, à l'ordre Parce qu'ils du ont jour. dit parce que que les gens ont vu une oui, différence qu'ils on n'acceptent était pas. différents, on avait des manies. Quand on venait, on riait. Le style vestimentaire qui n'était pas ça et tout. Donc, les enfants allaient nous copier. Alors que c'est des enfants, peut-être qu'on ne saluait même pas ou on croisait dans les marches. Donc, vous voyez à quel niveau ça peut arriver que les gens, juste pour ton identité de genre ou de personne, ça peut arriver. C'est-à-dire, les gens, juste en te regardant, juste au visuel, Ils te peuvent jugent, en fait. avoir des jugements qui peuvent aller au-delà. Oui, un bâtiment de plus de 30 un bâtiment De où il y a 30 portes. 30 portes, où on Ton fait une enfant, réunion. ton enfant, tu dors avec, tu te Où on réveilles fait une avec lui réunion pendant pour dire des non, années, il y il a te 3 ou copie 4 pas. jeunes qui viennent chez leur porte. Donc, ces 4 jeunes vont Ouais, influencer influencer. tous les enfants du bâtiment. Donc, on fait une réunion pour ne pas que ces jeunes puissent arriver. Donc, ça vous dit que, comme on a dit, comme le thème l'inclusion, c'est vraiment quelque chose d'assez large. C'est vrai qu'on le voit vraiment comme un simple mot, mais c'est vraiment très profond et c'est vraiment dans tout le corps de métier. Donc, tout le corps de métier, et c'est vraiment assez difficile pour des personnes de gens divers de vraiment se mouvoir, de vraiment vivre. Donc, lorsque ces personnes veulent vraiment donner vie à leurs envies, d'autres sont bien de quitter leur famille, d'autres sont bien de prendre la Méditerranée, d'autres sont bien de vivre dans d'autres pays pour pouvoir se sentir à l'aise, parce que là où elles sont, c'est pas toutes les familles qui les acceptent, c'est pas le quartier qui les reçoit, donc c'est vraiment assez compliqué pour elles. Parce qu'elles ne peuvent pas vraiment vivre soit de leur art, elles ne peuvent pas vivre de leur identité de genre, d'identité sexuelle, et elles ne peuvent même pas vivre soit même de leur diplôme, parce que lorsque tu vas dans une entreprise, qu'on voit que tu as des manies assez efféminées, tu as un style d'homme avec des coiffures assez différentes, on te dit tu es bien, tu as des bons diplômes, mais pour l'image de l'entreprise ou bien pour notre... moi, je ne peux pas travailler avec ces personnes. Souvent, on se dit, est-ce que les gens sont suffisamment éduqués sur le droit à la différence? Bon, moi, je pense que normalement, les personnes ont les informations. Ils savent vraiment, puisqu'avec Internet, la vie des réseaux sociaux, les gens savent. Mais les personnes qui le savent préfèrent écouter la masse. Parce que si moi, je suis un intellectuel, que je sais, j'ai la connaissance de l'identité de genre, et j'ai l'information sur le droit et tout, mais quand je suis avec des gens je suis seul au milieu de 10 personnes, je vais tout le temps expliquer, mais c'est la majorité, donc je me mets dans la masse pour crier,
Mais à la fin, je sais que moi, je connais mes droits. J'ai juste crié, mais je ne suis pas allé jusqu'à peut-être à taper, à violenter, parce que ces personnes sont conscientes que lorsqu'elles tapent, elles connaissent les résultats. Mais elles préfèrent se taire dessus parce qu'elles se disent que nous sommes en Afrique, nous avons nos droits et tout, nous avons nos racines, nos cultures. Donc, je reste dedans, mais je reste intellectuel. Donc, est-ce que ça veut dire que les coutumes africaines ne sont pas pour la différence? Bah, moi, Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis quand même choquée parce que ce que Précieux dit, c'est quand même grave pour des médecins, par exemple, qui vont corrompre leur serment pour ne pas vraiment apporter assistance à une personne alors qu'on dit, je ne sais pas, c'est sur quel CHU il y avait ce laïus-là, je ne demande pas ta race, ton origine, ton sexe, dis-moi juste ton mal. Et là, parce qu'à un moment donné, on n'a pas peut-être la même orientation, on n'a pas peut-être la même perception du genre, on me refuse des soins de santé qui est quand même vital, c'est grave quand même. Ça pose la question même de la dignité humaine aussi. Oui, absolument, ça pose la question de la dignité humaine, c'est grave. En même temps aussi, quand on fait une réunion essentiellement centrée sur des personnes qui sont des visiteurs, parce que vous ne vivez pas là, vous venez juste passer un temps et puis après vous partez. Ton enfant, tu te réveilles avec lui le matin, tu dors avec lui le soir, tu ne l'influences pas, c'est quelqu'un qui est de passage. Pour quelques minutes, c'est lui qui va influencer, mais il y a un problème. Donc, moi, je pense que derrière, ce sont toutes ces personnes-là qui essaient au nom des religions ou des coutumes ou des traditions, qui brandissent eux-mêmes leur propre ressenti, en fait. Parce que c'est cela. Parce que dans nos cultures aussi traditionnelles, il y a vraiment cet aspect d'empathie, de bienveillance quand même. Parce qu'on ne va pas nous dire que les cultures africaines détestent l'homme, détestent l'humain, ne respectent pas la dignité humaine. Moi, je ne crois pas toujours. C'est pas que j'ai forcément toujours une vision idyllique de l'Afrique précoloniale, mais je sais que quand même nos arrière-parents, nos aïeuls n'allaient pas aussi être contre nous à ce point, au point de légiférer. Justement, on parle de légiférer de politique parce que la question aussi de la diversité, de l'inclusion, elle est politique. Nous sommes bientôt dans la période législative, on a vu beaucoup de propos. Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on pourrait faire comme réforme justement pour la dignité humaine, pour l'inclusion, la véritable inclusion de toutes et de tous dans notre société? Est-ce que vous avez une idée? Mais c'est de revenir à l'essentiel. Hein. Le premier, l'article numéro 1 de la Charte universelle des droits de l'homme, qui consacre l'égalité à toute personne, tout être humain. C'est véritablement cela. Peut-être Précieux à des choses plus précises qu'il pourra dire. Moi, je pense que normalement... Précis. Okay. Moi, je pense que normalement, après, les gens peuvent surfer sur l'effet négatif pour avoir plus de voix. Parce que lorsqu'une personne fait une campagne pour dire, moi, si je suis élu, il y aura une loi qui va peut-être tuer peut-être des populations autrement vulnérables, comme la crise à Baobi et tout. Tout le monde dit que c'est le meilleur candidat. Alors que non, personnellement, il sait que dans les chartes signées et tout, il y a la dignité humaine, il y a la protection de tous, mais il va tout faire pour que ces personnes votent. Mais dans les réalités, lorsque l'être humain a fini de voter, c'est moi qui fais la mise en œuvre. Donc, c'est juste du populisme. Il y a des fois, c'est du populisme, au fait, parce que lorsque tu es pour la population, les gens se disent que oui, c'est le bon candidat, il va peut-être faire ce qu'il a dit, donc il a vraiment touché peut-être en plein pied ce qu'on voulait. Donc lui, il faudrait qu'on le suive. Mais c'est juste qu'il sait que cette masse de haine négative peut lui apporter plus de voix. Donc, si la personne est élue, qu'elle va peut-être au Parlement, il faudrait maintenant corrompre tous ces députés, alors que peut-être il y a des personnes nous avons assez d'intellectuels qui connaissent peut-être le droit, qui vont peut-être ne pas vraiment aller peut-être en direction de ce qu'il a vraiment dit. Donc, ça ne peut pas prospérer, en fait. C'est-à-dire qu'une entreprise législative à l'encontre des groupes vulnérables ne peut pas prospérer dans une société comme la nôtre, démocratique, parce qu'il y a des personnes qui, comme vous le dites, intellectuelles, qui comprennent
et même pas forcément intellectuels, mais qui sont empathiques quand même et qui respectent la dignité humaine. Parce qu'on parle de l'homme, de l'humain, de l'humanisme. Je recevais justement sur ce plateau le professeur Dion, et qui a beaucoup parlé d'humanisme, de philosophie humaniste, justement, sur la question de diversité et d'inclusion. Oui, absolument. Moi, je pense que quand on parle de populisme, je pense que ces candidats et candidates là essaient de déformer un peu les choses. Parce que sur la terminologie que ces candidats et candidates vont, ce n'est pas véritablement sur les questions identitaires. C'est vraiment on va dire ça comme ça, sur un crime. Parce qu'ils font l'amalgame entre une personne qui est de la communauté et un pédophile. C'est carrément deux choses qui sont différentes. Mais c'est cet argument-là qu'on met devant. PD. Non, le PD, c'est un pédophile. C'est quelqu'un qui a des rapports non consentis sur mineurs. Donc, c'est de la pédocriminalité. C'est un crime, donc, c'est un crime. C'est pénal. Voilà. Donc, cet amalgame-là. Je pense qu'il y a eu l'épisode en Côte d'Ivoire, Stop au Whoopi, où il y a eu cette confusion entre, justement, les pédocriminels et aussi les homosexuels. Parce que les gens ont fait beaucoup de confusion et il y a une communauté qui a été attaquée. Selon les informations que j'ai reçues d'organisations de droits humains, il y a eu beaucoup oui, d'attaques. parce qu'après, le problème, c'est que au début, c'était vraiment tout était mélangé parce que les gens, il y avait l'histoire du pédophile et aussi des hobbies qui étaient vraiment présents sur les réseaux sociaux. Donc déjà, les gens disaient qu'ils étaient vraiment trop affichés, qu'ils pensaient à la vie de leurs enfants, et les enfants avaient des téléphones, donc tout le monde voyait. Et après, pendant les panels et tout, ils ont dit non, on ne lutte. Chacun choisit son orientation, mais non, l'autre contre la pédocriminalité. Mais le titre était déjà lancé. Donc les gens se disent que... Il y a eu des innocents qui ont payé. Il y a forcément qu'il y a des innocents qui vont payer. Par exemple, il y a des innocents qui ont payé parce que moi, par exemple, je vais chez mon pote à Yopougon et en moins de 2 heures de temps, il y a eu des gars qui sont passés dans le marché pour venir chercher, les hobbies à Sikoji et plusieurs fois. Et même quand la crise est finie, c'était devenu maintenant des vols. Ça veut dire que les gars viennent, ils rentrent dans un magasin, ils volent, ils disent qu'ils ne sont venus pour faire la crise anti-oubli, ils prennent des téléphones, ils volent. C'est du vandalisme, ça, c'est du vandalisme. Voilà, parce que tout ce qu'on fait comme acte, après, il y a des gens qui prennent ça pour faire comme du vandalisme, comme un métier. Ouais. Donc, c'est vrai que les gens, la lutte, au début, c'était la pédocriminalité, mais ça a été devenu un peu plus large. C'est vrai que les gens ont essayé de retirer le tir, mais c'était déjà parti. Mais en fait, les politiques le savent que c'est là qu'il faut mettre l'accent pour que ça ait cet effet populaire-là et pour pouvoir avoir les voix de ces populations-là. En même temps aussi... Alors que c'est vraiment pas pareil. Et ça commence à rentrer dans les perceptions des uns des unes. Parce que quelqu'un qui est efféminé, est-ce que ça veut dire de facto qu'il est de la communauté? Et même si une personne est de la communauté, est-ce qu'elle doit être visée aussi? Non, mais je veux dire que ça ne veut pas dire de facto. Parce que après, confusion, hein. Non, mais c'est à dessein. C'est à dessein parce que quelqu'un peut être efféminé, mais ne pas être de la communauté. Donc là, il est victime d'agression. Pourquoi il marche? Pourquoi tu dois marcher? Pourquoi tu dois me dicter ma manière de marcher? Et puis pourquoi tu dois me dicter ma manière de parler? On attend aussi des femmes qu'elles soient forcément féminines. Voilà. En fait. Non, oui, une femme masculine. C'est pas normal. Normalement, je me dis que tout le monde est parti. Tout le monde a fait l'SVT en classe de seconde où on parlait de chromosomes X et Y. Donc, même quand tu prends les chromosomes, parce qu'il y a des personnes, quand tu es petit, tu ne comprends pas pourquoi tu es assez différent, tu as de petites tailles et tout. Lorsqu'on fait le cours sur les chromosomes, tu te rends compte que c'est parce que... on t'explique et tu comprends vraiment. Vous voyez, c'est là que les gens doivent comprendre. Mais les gens se disent que non, on copie tout venant d'ailleurs et tout, alors que peut-être qu'on va dans des villages assez lointains où des gens ont des manies, comme tous les gens qui ont des gens différents, mais qui n'ont pas de télévision. Donc, on ne sait pas où ces personnes ont copié. Mais quand on prend, par exemple, dans nos traditions, désolé de t'interrompre, parce que là, c'est trop intéressant. Quand on prend dans nos traditions, vraiment pour très, très proche,
pas... Souvent, il y a des festivités, il y a des initiations même où les garçons se permettent de se mettre en des... Se travestissent. Voilà, se mettre dans des tenues portées par les femmes. Et les Ça ne femmes choque aussi, pas. Et les femmes aussi dans les Voilà, dans Des les tenues tenues d'hommes, d'hommes. ça ne choque pas. Mais Donc, là, je c'est, t'excuse. Moi, je voyais là, ça on se dit avant. que c'est juste pour un événement et que Uh-huh. c'est parce que les personnes se travestissent. Voilà, donc c'est juste pour l'événement. Donc on peut comprendre que c'est juste pour l'événement, Donc, mais même c'est si l'effet Mais festif. ça reste culturel. C'est culturel, on Puisque- l'accepte, non? Ça reste culturel parce que moi, je me souviens quand j'étais Donc, il ne petite. faut pas qu'on nous dise que la culture, la tradition J'ai bannissent grandi là. dans un village où, par exemple, le 1er janvier, les femmes s'habillaient comme les anciens commandants et tout. Et puis les hommes, des hommes, mais pas tout le monde, se déguisaient en femmes. Et puis on faisait la fête et tout. C'était tellement intéressant. Je veux dire, à l'époque, on n'entendait pas on ne voyait pas les gens être indexés pour ça. Justement. Parce que ça fait partie quand même d'une certaine culture populaire. Oui. Oui, pendant les festivités, même pendant la Bissa, on arrive à voir parfois aussi Oui, ce même genre de pendant la déguisement. Bissa, mais je pense que maintenant, c'est plus trop puisque les gens, comme ils pointent du doigt les d'autres, donc les gens ne veulent pas vraiment donner vie à leurs envies puisqu'ils ne savent pas comment ils seront regardés par les autres. Et en plus, avec la vie des réseaux sociaux, sans même être en train de t'amuser pour un événement, la vidéo peut partir de devenir virale et tu n'as pas le temps d'expliquer. Parce que moi, j'ai une anecdote à cela. Quand je vivais au Sénégal, j'avais mon pote, on était dans un appartement, et j'avais mon pote, je le voyais tout en seul. Jamais je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'expliquait que c'était un jeune danseur. Donc, lui, il est dans sa compagnie, il danse tout, mais il n'a pas beaucoup d'amis. Donc, il était là. Alors qu'il y a des pays, par exemple, comme le Sénégal, pays de 25 ans, il faut forcément qu'on voie ta copine. Tu n'as pas de copine. On va se poser assez de questions. Donc, lui, il n'y avait pas sa copine, mais il avait plus de 27 et 28 ans. Mais on le voyait avec ses amis danseurs, on ne voyait pas vraiment trop avec des filles. Et les gens ont commencé à parler un peu dans le quartier et tout et tout. Ah, il est originaire du Sénégal? Oui, il est sénégalais. Et un soir, il avait son pote qui était parti à une soirée. Et comme la soirée est finie vers 2h, 3h, son pote dit « Ah, moi, je ne peux pas rentrer chez moi. Je viens chez toi. » Et il était devant sa porte quand son pote a appelé. La voisine n'avait pas fermé. Elle a entendu qu'il a dit que « Ah, je viens à tout à l'heure et tout, tu vois. » Et lorsque le gars est venu, la voisine a vu que c'était un gars qui était venu. Automatiquement, on dit matin, quand elle est partie à la mosquée, quand son fils fait la prière de 5 heures, elle a commencé à expliquer à tout le quartier. Donc, comme mon ami s'est réveillé, c'est un quartier, pardon, pour ceux qui connaissent le Sénégal, Médina, c'est un quartier comme Trècheville. Il va expliquer à tout le monde pour dire que c'est son pote comment. Dans les injures, ah bon, c'est comme ça tu es, on t'a attrapé. Il est stigmatisé en même temps. C'est comme ça qu'il a fui le quartier. Et je vous assure que mon ami là, il n'était pas au décès de sa maman parce qu'on entendait sa maman derrière lui. Et il vivait ailleurs. Il vivait ici. Lorsque quelqu'un du quartier le voit, il déménage. Donc, il était vraiment... Il était finalement reclus. Voir la partie ailleurs jusqu'à ce que maintenant, il trouve une femme, qu'à ce qu'il s'est marié. C'est lorsqu'il s'est marié maintenant que les gens disent que Ibrahim s'est marié. Ah, mais ce qu'on racontait là, c'était déjà parti. C'était déjà parti. Vous voyez? J'imagine. Il a croisé une blanche dans la compagnie de danse, il a croisé une française. Donc, ils ont fait un mariage. Donc, c'est après le mariage qu'il est revenu maintenant en famille. Les gens pouvaient nous dire, mais c'était déjà trop tard. L'idée est restée dans la tête de tout le monde. Vous voyez comment les gens... C'est pourquoi moi, ça me parle quand j'entends droit à la différence. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire précieux en termes de sensibilisation de la population et même des politiques. On parlait tout à l'heure des législatives. Oui, à ce niveau, je ne sais pas. À ce niveau, déjà, on fait déjà des LILO, look and e, look and out. Comment tu me... LILO, ça veut dire en anglais look and e, look and out. C'est-à-dire comment tu me vois et comment je suis à l'intérieur. Je peux te voir. Mais pourquoi vous faites le truc en anglais? Bon, c'était un projet anglophone qu'on a traduit, on a laissé le LILO. Parce qu'il faut savoir que ça dépend de comment tu me vois et comment je suis à l'intérieur. Tu peux me voir physiquement, tu me dis, oui, il a les droïdes, il a des piercings, il a des tatouages. Et il faut savoir que moi, mon premier travail qu'il y a eu, c'est parce que j'avais des droïdes, que la directrice a dit qu'elle voulait l'inclusion, qu'elle voulait le jeune qui avait les tatouages. Et le jour que j'enlevais mes droïdes, elle a dit à une de collègues que, mais pourquoi j'enlevais mes cheveux? Et la femme, et j'étais vraiment choqué de savoir que, parce qu'elle était américaine, elle voulait l'inclusion. Je n'ai pas compris. Alors que j'avais des droïdes et des piercings. Alors que moi, je n'ai pas vraiment d'amis. Parce que lorsqu'on a des droïdes et des piercings, quand on va chez nos amis, on dit c'est nous les mauvais. C'est ça. Tu vois, donc moi, aller chez des amis, c'est vraiment très, très, très difficile.
Parce que si vos parents ne sont pas ouverts d'esprit, ce n'est pas la peine. Non, c'est clair. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Donc, c'est pour ça que le Laïlo existe. Donc, le Laïlo, on forme des hommes en tenue, on forme des médecins. Mais il faut savoir que ce n'est pas vraiment à grande échelle et ça coûte vraiment assez. Et il faut savoir aussi que les personnes qu'on forme après, qui vont faire le mentoring, mais qui ne sont plus dans les lieux de service, on les mute ailleurs. Mais je pense que vraiment, on travaille vraiment dessus pour que tout le monde, on fait des formations d'identité de genre et tout, pour que les gens puissent comprendre, mais les financements se font moins, donc c'est vraiment pas à grande échelle. Et il y a des gens aussi qui disent que non, on est en train de faire la promotion, parce qu'on est en train de faire des activités, donc c'est vraiment assez compliqué. Moi, je pense qu'il y avait une émission où l'État avait envoyé, où on faisait « Allô le psychologue », c'était une très bonne émission, mais vers la fin, ils ont arrêté, je n'ai pas compris pourquoi, puisque peut-être que les gens ont peut-être jugé, vous savez. Lorsqu'on juge trop, ça quitte. Mais bon, on travaille, comme on dit, on fait tant bien que mal à sensibiliser les commissariats, à sensibiliser les prestataires de santé. Là, on est en train de faire un projet, voir si on peut sensibiliser le personnel de l'éducation, puisqu'il y a des personnes qui sont vraiment assez différentes depuis petit, même des enfants qui vivent avec le VIH-Sida, qui arrêtent l'école parce qu'ils sont déjà stigmatisés depuis l'école, parce qu'ils sont nés avec des parents, soit séropositifs et tout. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment assez graves que les gens ne regardent pas, alors qui sont vraiment importants. On a vraiment droit à la différence. Moi, je suis vraiment... On apprend beaucoup et c'est très intéressant ce que vous faites comme travail sur le terrain avec droit à la différence. Et là, on a fait un peu le tour de la question sur la diversité, l'inclusion, les réalités. On a eu des anecdotes, des récits de vie qu'on vit au quotidien, mais c'est important. La question aussi, comme on parlait de politique législative, mais aussi au niveau international, en ce moment, il y a la convention. La CEDAW. On parlait, oui, justement, je pense que ça rejoint la question du droit à la différence, de la diversité des familles, de la diversité des identités. Et je pense que, oui, avec cette convention... Oui, cette convention, c'est la convention typiquement africaine pour l'élimination des violences faites aux filles et aux femmes, qui a été, je pense, adoptée en février 2025. Et là, on est à l'étape de la ratification. Seulement que pour l'élaboration de cette convention-là, il y a, je pense, 93% de féministes qui disent qu'elles n'ont pas été associées. Donc, du coup, c'est un document qui a été élaboré pour nous, mais sans nous. Nous, on ne voit pas vraiment la pertinence d'élaborer un document pour les femmes qui concerne les femmes sans véritablement associer une majorité de femmes dans toute la diversité. Et là, on est vraiment en phase de ratification de cette convention-là. Et à la lecture de cette convention, il y a quelques éléments dont on juge de vraiment revoir en termes de définition, en termes de photographie de la réalité, voilà, du tableau actuel. Donc, il y a pas mal de définitions qui sont à revoir. Est-ce que c'est la question du viol, la question du consentement, la question de la diversité des familles? Qu'est-ce que le texte... il y a beaucoup de limites, hein. Il y a beaucoup de limites. Il y a vraiment beaucoup de limites au niveau, par exemple, des pratiques néfastes. Dans la Convention, on ne pointe pas du doigt la question du viol, la question du mariage forcé précoce, la question de la précarité menstruelle. Ce pas des éléments qui sont véritablement définis dans cette Convention. Ce sont des questions cruciales aujourd'hui. C'est des questions... Oui, et en plus aussi, je dis que les réalités sont aussi diverses en fonction des pays. Donc, je pense que normalement, peut-être que les gens devraient aussi prendre ça en compte parce que il faut savoir, par exemple, moi je peux dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que les filles étaient peut-être mères plus jeunes à 17 ans, au collège et tout. Et normalement, on devait faire des sensibilisations peut-être dessus, parce qu'une fille, déjà, elle est déjà mineure, même si elle est sortie avec quelqu'un qui est... Peut-être que c'est aussi peut-être du viol, puisqu'elle n'était pas peut-être assez consentante. Je pense que c'est des trucs sur lesquels que les gens devaient aussi travailler. Et aussi l'exploitation des enfants, surtout des jeunes filles, par exemple pour le travail de sexe, ou bien pour les filles qui travaillent dans les marchés et tout. Je pense que c'est aussi de l'exploitation. C'est des trucs qui devaient peut-être rentrer aussi en ligne de compte. Mais je pense que, comme vous avez dit, c'est des recommandations, donc je pense que les gens oui, absolument. Le plaidoyer qui se fait, c'est de marquer une pause. Voilà. On demande aux États. Dans les différents États, les militantes se mobilisent pour demander justement à leur gouvernement
de marquer une pause, de bien relire aux États africains, de bien relire cette convention avant De la ratifier. ratifier. C'est clair. Parce que c'est important qu'elle puisse prendre en compte ces questions qu'on a citées. Voilà. Même la dénomination de la famille aujourd'hui, on est vraiment encore dans le cliché très classique. Voilà, donc ça ne prend pas véritablement en compte les familles monoparentales qui de plus en plus sont Oui, les familles recomposées. Voilà, les familles recomposées. Ce sont des modèles. Donc, ce sont des modèles qui Et maintenant, même existent. sous cette ère, on a beaucoup de familles modernes. Moi, je connais plein de familles, des familles recomposées qui existent. Et voilà. Voilà. Et Donc, même les familles monoparentales, de plus en plus aussi. C'est ça. Et c'est important de prendre en compte justement la diversité La des diversité, familles, c'est comme elles se clair. présentent, et c'est africain. Avec les papas irresponsables. Et surtout que la diversité des familles est très africaine. Oui. La famille Ubuntu, parce qu'on peut être élevé par son grand-père, par sa grand-mère. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas été élevés directement par le père et la mère. Ouais. Et même la tante et tout. Au-delà, moi, par exemple, je dis par exemple que tu peux être né, tu peux être né d'une famille. Par exemple, tes parents, ta famille biologique est là, mais tu as l'impression que ta vraie famille est de l'autre côté. Par exemple, moi, je suis Atié, mais j'ai été élevé par des Fatigas. Et j'ai grandi. Et par exemple, si je vais là-bas, tu vois, tous mes amis ont toujours pensé que j'étais musulman. Parce que j'ai grandi là-bas depuis la classe de CM2. Tu as le visage d'un petit Jules. Tu vois, donc tout le monde pense que je suis musulman. Alors que je ne suis pas musulman. Mais j'ai grandi dans une famille musulmane où je n'avais pas de problème, où on a même posé des questions pour dire que, précieux, pourquoi tu ne deviens pas musulman pourquoi, voilà, mais j'avais pas de problème. On t'a jamais obligé, en fait. On m'a jamais obligé, mais je fêtais toutes les fêtes. Ça veut dire que j'étais là pendant le carême. J'avais ton boubou, en fait. J'avais le boubou et j'étais là, mais ça n'a vraiment pas gêné. Voilà, et c'est comme on dit là, tu peux être dans le ventre d'une autre mère alors que ta propre famille est ailleurs. Voilà. Donc, avec tout ce que vous dites, c'est important qu'on puisse marquer la pause. Absolument, pour réfléchir absolument. avant de ratifier. Absolument. C'est pour ça que nous, en tant que féministes, militantes féministes ivoiriennes, on est pour la pause. Hein, on est pour la pause. Il faut qu'on vraiment marque une pause, on fasse une relecture, mais vraiment une relecture avec les lunettes genrées pour mieux apprécier cette convention avant de la ratifier. C'est vraiment important parce que c'est quand même un document référentiel qui va... Je crois que la coalition des militantes et organisations féministes de Côte d'Ivoire a entamé justement une campagne de communication autour de la convention pour demander une pause. J'ai cru voir des publications, une campagne digitale dans ce sens-là. Et nous, on va suivre tout ça de près. C'est important de suivre ça. Des mots de fin, de conclusion. On a beaucoup parlé de diversité, d'inclusion. On a fait le tour de la question. Mais de l'autre, tu coupes ou quoi? C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Moi, je pense qu'il faut mieux partir pour mieux. Il faut vite partir pour mieux revenir. Donc, je pense mais tu te désolidarises de moi, précieux, comme ça. Je pense que Delors pourra nous inviter dans d'autres espaces où on pourra peut-être parler, peut-être un plateau plus grand avec d'autres personnes qui pourront peut-être donner leur réalité de vie, peut-être apprendre encore beaucoup de choses sur cette diversité et aussi cette inclusion qui est assez importante. Parce que même, il faut savoir que l'inclusion commence depuis la famille. Parce que si déjà, en tant qu'une personne différente de la famille, la famille ne te protège pas, n'est pas inclus. Lorsque tu vas dehors, tu te dis déjà que moi-même, à la maison, c'est déjà gâté. Donc, Dieu, je suis comme un cabri mort. Donc, ces enfants qu'on voit dans la rue, ou bien les enfants qui sont dans la rue, pas forcément des enfants qui ont voulu, mais à cause de la différence, les parents n'ont pas pu les canaliser. Et puis, avec les injures, on préfère se mettre dans la rue. Donc, déjà, dans la rue, ils sont prêts à tout pour pouvoir réussir, pour faire face. Alors que peut-être que si les parents avaient eu des oreilles attentives pour écouter, pour comprendre, protéger les enfants, les cacher, ne pas les jeter à la vedette populaire. Ces personnes pourront peut-être être très rentables demain, devenir des personnes qui pourront peut-être participer à l'évolution du pays et à peut-être profiter et peut-être faire bénéficier aussi de leurs parents de tout leur savoir et tout ça. Merci. Téné? Mais moi, est-ce que je dois parler encore après ce que Précieux a dit? Franchement, il a tellement bien conclu cette discussion très enrichissante que nous avons eue. C'est vraiment de dire que nous sommes tous égaux.
nous sommes tous égaux et il faudrait qu'on puisse véritablement mettre au cœur cette égalité-là pour avoir une société, comme je l'ai dit, en termes pluriels. Plus la société est plurielle, plus elle est juste, elle est équitable, elle est vivable pour toutes et pour tous. Et c'est ça l'humanisme. Merci.